les gars, bienvenue dans ce sexy débrief numéro 13 déjà. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue sur House of Dana. Dana, c'est moi, voilà, tout simplement. Et House of Dana, c'est un média, donc il y a 3 plateformes. Il y a le compte Insta, le site houseofdana.com et une toute jeune chaîne YouTube sur laquelle je vous invite à vous abonner parce que c'est un peu la hausse. Voilà. Et c'est un média de mode, mais dans lequel je parle de mode avec un œil historique, sociologique et un petit peu rigolo. Ça va pas être ultra rigolo ce soir, je pense pas, mais on va essayer de pas être trop sinistre. Attends, j'ai le soleil dans la tronche. Ah. Est-ce que vous me voyez? C'est hyper beau d'ici. Ouais, je vois rien. Petit projecteur là. Ouais, ça va pas durer longtemps, donc je vais pas me lever. Ah putain. Si, attends, faut que je... Non, je vais le laisser... Ça va, c'est pas... Vous me voyez bien? Non. Ok. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc je précise comme d'habitude que le live de ce soir sera disponible en replay sur mon IGTV si Insta ne plante pas. Et puis sur ma chaîne YouTube si Insta ne plante pas again. Donc, si vous avez des questions une fois de plus, vous les posez pendant là, dans le chat, dans la bulle de questions, puis on les prendra au fur et à mesure. Le thème de ce soir, c'est un gros thème. C'est la mode face au travail forcé des Ouïghours. Et j'ai la joie, le bonheur, l'émotion de recevoir ma copine, et non des moindres, Naïla Ajaltouni. Salut. Salut. Qui est la porte-parole du collectif Éthique sur l'étiquette, dont elle va nous parler en long, en large et en travers. Je vais vous annoncer un petit peu le plan, parce qu'on fait des PowerPoints, on est des meufs comme ça. D'abord, Naïla va se présenter et puis nous expliquer un peu ce qu'est Éthique sur l'étiquette, quelle est leur action, qu'est-ce qu'ils mettent en place, etc. Ensuite, je vais vous faire un petit point qui, je pense, est important avant d'attaquer le sujet. Un petit point sur la situation politique des Ouïghours. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi on parle d'eux, etc. Ensuite, on va passer à la partie discussion-interview avec Naïla, puis on prendra les questions. De toute façon, je pense qu'on les prendra un petit peu au fur et à mesure. Si tout ça vous convient. Est-ce que ça te convient, Naïla? Ça m'a l'air, oui, c'est parfait. Okay. Je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, si vous voyez qu'on a des problèmes de connexion, que vous ne nous entendez plus, que vous ne voyez pas, ce genre de choses, de nous le dire dans le chat, tout simplement. Alors, du coup, Naïla, bonsoir again. Bonsoir, Est-ce Dana. que tu pourrais te présenter et nous parler des tips sur l'étiquette, s'il te plaît? Oui. Déjà, je suis ravie d'être là, de faire ce live avec toi. J'ai regardé bien sûr, quelques-unes de tes vidéos. J'ai trouvé que c'était une approche super innovante, donc je suis ravie. Je m'appelle, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Naïla Ajaltouni. Moi, je suis économiste de formation avec un prisme des pays en développement et économie internationale. Je travaille depuis presque une vingtaine d'années dans des ONG dans le secteur de la solidarité internationale et donc je coordonne le collectif Éthique sur l'étiquette depuis 2007 déjà, même si l'association a beaucoup évolué depuis. Et le collectif Éthique sur l'étiquette, c'est un regroupement d'ONG, de syndicats, d'organisations de défense des consommateurs français qui ont dédié leur action à la défense des droits des travailleurs dans les chaînes de sous-traitance de l'habillement. Donc, on défend les travailleurs dans le monde, à l'international, là où les droits sont bafoués, là où il n'y a pas de normes, là où les syndicats sont difficiles à monter. Et on a une vraie action d'appui en fait à ces luttes dans les chaînes de sous-traitance, de documentation des violations et bien sûr de pression sur les multinationales de l'habillement et de pression sur les pouvoirs publics pour qu'on établisse des normes vers le respect de ces droits humains au travail dans l'habillement, dans le monde. Donc, en fait, vous faites des enquêtes, vous faites des rapports, vous mettez des coups de pression divers et variés, voilà, pour défendre les travailleurs du textile. Exactement. Et ça, on le fait parce qu'on fait partie d'un réseau international qui s'appelle Clean Clothes Campaign. Et on travaille dans ce cadre-là avec des ONG, des syndicats, des experts, des chercheurs dans les pays de production textile, au Cambodge, au Vietnam, au Bangladesh, en Tunisie. Et donc avec eux, on va faire des rapports sur les conditions de travail,
On va de notre côté faire des rapports sur le modèle économique des entreprises, qu'est-ce qui fonctionne pas chez Zara, quel est le modèle de Nike. Et derrière, on va mobiliser l'opinion publique pour... Donc, les marques vous adorent, quoi, en fait. C'est ça que tu es en Ouais, train c'est de me nos dire. grandes copines, nos grands copains. Tu as Et beaucoup de non, copains. mais c'est assez drôle parce que sur LinkedIn, j'ai plein d'amis dans ce secteur. Ah ouais. Mais ouais, en face à face, je pense ça bouge là depuis quelques temps. Il y a une vraie attention aussi sur le collectif parce qu'en fait, il y a une attention de vous toutes et tous qui nous regardez et on voit que ça commence à peser, quoi. Et donc là, sans rentrer trop dans le détail dès maintenant, mais on peut dire que vous êtes hyper en pointe sur la question des Ouïghours. Oui, disons qu'on Voilà. est on est un collectif en France, on rassemble tous ceux qui bossent sur ce sujet et moi je suis chargée d'organiser un peu la réflexion stratégique, de mener des actions pour cette question de défense des droits des travailleurs et donc on est aussi le membre, enfin l'organe référent sur cette question du travail forcé des Ouïghours, mais on fait aussi partie d'une coalition mondiale qui s'est montée lorsque ce sujet a émergé. Ok. Bon, bah, je pense que c'est super clair. Merci. Je vais donc, si vous avez des questions, allez-y, hein, entre-temps. Moi, je vais juste vous faire un petit point sur la situation politique des Ouïghours, dans un premier temps, pour vous dire qui ils sont, pardon, et quelle est leur situation, pourquoi la Chine les stigmatise et les oppresse, etc. Je pense que c'est ce qu'on s'est dit, que c'est important déjà de contextualiser de manière historique, politique et sociologique avant d'attaquer le sujet qui nous occupe vraiment profondément, qui est le travail forcé des Ouïghours dans les champs de coton qu'on porte à peu près tout le monde aujourd'hui. Alors, les Ouïghours, qui sont-ils? C'est un peuple qui est d'origine turco-mongole, qui est considéré comme un peuple turc qui parle un dialecte turc et dont la religion est l'islam sunnite majoritairement. Donc c'est des musulmans sunnites et qui vivent à l'extrême ouest de la Chine dans une région qui s'appelle le Xinjiang. Ils sont environ estimés à 12 millions de personnes à ce jour. Donc à l'origine, les Ouïghours, c'est les descendants de nomades mongols et turcs qui sont associés au peuple dit tatar, comme par exemple les Mongols, les Ouzbeks, etc. Et donc, ils appartiennent culturellement à l'Asie centrale. Par contre, ils sont si proches des Turcs que pendant les périodes coloniales, 18-19e siècle essentiellement, les Occidentaux, ils appelaient le Xinjiang le Turkestan oriental, aux périodes où le Xinjiang était indépendant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc une grande province, une grande région, qui a été successivement indépendante, puis rattachée à la Chine, puis indépendante, puis re-rattachée à la Chine, donc aux différents empires chinois, depuis le Moyen-Âge, en fait, depuis le Haut Moyen-Âge, et elle a été définitivement absorbée par la Chine en 1949. Donc aujourd'hui, c'est une province chinoise depuis 1949, mais en fait, il y a eu beaucoup de périodes où c'était le Xinjiang, un pays indépendant. Alors, pourquoi les Ouïghours sont oppressés par la Chine? Il faut savoir que l'ethnie majoritaire en Chine, c'est les Han. Ça se prononce même Han, si je ne me trompe pas. Ça s'écrit H-A-N. H-A-N, voilà. Donc les Han, ils constituent 92% de la population chinoise actuellement. Et donc, le régime chinois, qui est Han, hein, vous vous en doutez, il a un objectif principal qui est de siniser tout le territoire. Siniser, ça veut dire que, en gros, tous ceux qui ne font pas partie de l'ethnie Han sont censés, at some point, en faire partie. Voilà, ça siniser en fait. Parce qu'en fait, la Chine, elle a peur des minorités. Il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'ethnies non-Han en Chine, dont les Tibétains et les Mongols. Ils ont peur des minorités, surtout quand ils sont ethniquement différents des Han, qu'ils ont une culture différente, qu'ils ont une religion différente, etc. Alors quand en plus, tu as un territoire particulier, ce qui est le cas des Ouïghours, ça les rend encore plus à cran, on va dire ça comme ça. Mais tout ça relève d'un système, en fait, puisque la Chine, c'est un système
de pays qui est communiste et concentrationnaire, pardon. Putain, je dis ça avec le sourire, c'est terrible, concentrationnaire, à l'idéologie, du coup, totalitaire, as you know. Totalitaire, pourquoi? Parce qu'il ne tolère pas les avis, aucun avis, aucune culture et aucune religion divergente à la culture des RAN majoritaires, comme je vous l'ai dit, en tout cas dans son enceinte. Alors après, il y a des exceptions. Par exemple, il y a une autre ethnie musulmane en Chine qui s'appelle les Hui, ça s'écrit H-U-I. Mais par contre, c'est une ethnie qui a été très sinisée, donc qui est complètement absorbée, lissée dans la population RAN et qui pose en tout cas aucun problème. Donc voilà, donc ils sont pas vraiment stigmatisés par le régime. Donc en gros, l'idée du régime, c'est de siniser à marche forcée les ethnies minoritaires dont les Ouïghours font partie pour diluer, faire disparaître leur culture dans celle des Han. Il y a en plus une méfiance toute particulière à l'encontre des Ouïghours parce qu'ils ont leur propre territoire, le Xinjiang, qui a été indépendant à plusieurs reprises, comme je vous le disais, et parce qu'ils sont des gens particulièrement virulents contre les Chinois depuis toujours. C'est-à-dire qu'ils ont toujours considéré les Chinois comme des occupants illégitimes de leur terre. Et ils ont perpétué pas mal d'actions violentes et d'actes de terrorisme, même dans un passé récent. C'est pour ça que la Chine est particulièrement vigilante aux Ouïghours. Par exemple, les Tibétains, on peut un peu rallier ça aux Tibétains, qui ont aussi beaucoup résisté aux Chinois, menaient des actes, perpétraient des actes un peu moins violents, voire vraiment moins violents que ceux des Ouïghours, type immolation par le feu, etc. Alors que les Ouïghours, ils y vont de manière plus musclée et il y a quand même eu de sérieux attentats en Chine perpétrés par les Ouïghours, je tiens à le dire, même si ça n'excuse pas du tout ce que je vais expliquer par la suite. Donc, ils considèrent les Chinois comme des occupants. Voilà. En plus, ce qui crispe encore plus le régime chinois, c'est que la région du Xinjiang, donc la région des Ouïghours, elle est sur le passage de ce qui voudrait être la nouvelle route de la soie, qui est un projet politique. Et en fait, ils aimeraient bien que tout ça, ça dégage, histoire de pouvoir créer des ponts, des aqueducs, des axes commerciaux internationaux et de recréer une pseudo-route de la soie comme il a pu y avoir dans l'histoire. Et en fait, ça passerait en plein dans le Xinjiang. Problème, il y a 12 millions de personnes qui vivent là, quoi. Donc, ce qui rajoute au fait, c'est plutôt un facteur économique qui se rajoute au facteur idéologique dont je vous parlais. Donc, en 2020, on découvre l'existence de camps de rééducation au Xinjiang, mais on pense que ça fait 10-15 ans que l'histoire dure, en fait. Que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Il y a environ un Ouïghour sur 12 qui est interné à ce jour, ce qui fait à peu près 1,5 million de personnes à ce jour qui est interné. Parce qu'ils sont considérés comme des personnes à risque, c'est-à-dire comme de potentiels terroristes islamistes, sur des critères qui sont complètement, on peut le dire, délirants. Voilà. Dans ces camps de rééducation, pour le régime, il s'agit en fait de rebooter les Ouïghours un maximum pour qu'ils en ressortent comme de parfaits Han et non plus des Ouïghours. Voilà. Il s'agit d'effacer leur culture en fait. Ce serait pour éradiquer ce qui s'apparente pour eux à un virus contagieux, à savoir le virus du séparatisme et de l'islam radical. Mais ça, c'est la version un peu officielle. On assiste en fait dans ces camps à un véritable génocide, si on peut parler de génocide, en tout cas culturel. La Chine, elle dit que c'est des écoles et qu'ils enferment les gens dans ces écoles pour leur apprendre un métier, etc., parce que ce serait d'obscurs blédards débiles et que donc, il faudrait qu'ils passent par ces camps-là. Donc, comment ça se passe en fait très concrètement aujourd'hui? La région du Xinjiang, c'est certainement la région la plus surveillée du monde. Il y a des caméras à reconnaissance visuelle partout sur les places, dans toutes les rues. Façon un peu Minority Report, il n'y a pas un lieu public ou privé où tu n'as pas des bandes de contrôle comme dans les aéroports, en encore plus intrusif, où les gens aussi sortent leur téléphone, les agents regardent tout ce qu'il y a dans le téléphone, les textos, les images, etc. Et au moindre salam alaikum de traviole, on t'embarque. Mais on t'embarque pour tout et n'importe quoi. Tu es allé à la mosquée vendredi, on t'embarque. Tu as une barbe, c'est illégal maintenant au Xinjiang, on t'embarque. Tu as un voile, c'est illégal, on t'embarque. Il y a une photo qui leur plaît pas dans ton téléphone, on t'embarque.
Si tu bois pas d'alcool, on t'embarque. En fait, on t'embarque. Il y a une centaine de critères, mais qui sont tous plus délirants les uns que les autres. Et au départ, on embarquait juste la personne qu'on contrôlait. Et maintenant, on a tendance à embarquer toute sa famille par principe de précaution. Ça rejoint un peu ce concept de virus dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'ils estiment que ce seraient des gens qui pourraient contaminer ou qui ont déjà contaminé leur entourage. Les enfants, quant à eux, ils sont plutôt parqués dans des orphelinats. Donc, ce serait plutôt à partir d'ados grands et des adultes qui seraient parqués dans ces camps de rééducation. Donc, au moindre prétexte, ils te raflent et ils t'enferment. Hein, voilà. Si tu n'es pas enfermé, tu vis sous la menace permanente d'être enfermé. Ils envoient notamment ce qu'ils appellent des cousins chez toi, c'est-à-dire des ânes qui sont des fonctionnaires du régime et qui vont multiplier les provocations chez toi, dans ta famille, à durée indéterminée jusqu'à ce que tu craques. Genre boire de l'alcool, manger du porc, draguer ta femme, jusqu'à ce que tu craques et que du coup ils te disent « Ah bah voilà, tu vois que t'es un terroriste et paf, on te fout dans le camp ». Donc très compliqué. Et au sein des camps, lavage de cerveau, chant patriotique en veux-tu en voilà à la gloire du régime et du président et du chef du bref. Des leçons de mandarin forcées, beaucoup de torture psychologique, beaucoup de torture physique, beaucoup de viols. Et aussi, gros sujet, celui de la stérilisation forcée des femmes. Voilà, gros sujet. L'idée, c'est de casser les gens jusqu'à les faire renoncer à leur culture, en fait, à les effacer. Et il y a aussi cette idée que le travail forcé, que la Chine a toujours considéré que la rééducation passait par le travail. D'où le sujet du travail forcé qui nous occupe ce soir, notamment du coton. Puisque les personnes intégrées dans ces camps, ils travaillent comme des dingues sans salaire contre leur gré, notamment dans d'immenses champs de coton, d'où proviennent énormément de coton que nous portons sur nous, mignons occidentaux que nous sommes. Voilà, j'espère que c'est clair. Je pensais que c'était important de faire ce point. Désolée, c'était un peu long. Mais pour que tout le monde comprenne, si vous avez des questions, je vous en prie. Que tout le monde comprenne un peu. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Naïla, par rapport à ce que je viens d'expliquer? Est-ce que j'ai dit une connerie? Super, non, le tableau est Ouais. exactement ça. Ouais. D'accord. Peut-être juste sur la question de la stérilisation des femmes, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on peut parler de génocide, hein, de crime contre l'humanité pour sûr, mais de génocide. Ouais. Parce que là, il y a une Ouais. volonté de stopper en fait Le virus. la génération suivante en fait. Et ça, c'est Ouais, voilà, la perpétuation en fait de la génération. Et ça, c'est compté dans les conventions internationales comme un des critères qui établissent le fait de génocide. Donc ça, on dit qu'il y a une situation génocidaire, mais il y a quand même ce type de choses très probantes. En tout cas, l'idée est donc de les effacer ou de les assimiler totalement à l'ethnie Han. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et du coup, officiellement, la raison officielle que donne le régime chinois à l'incarcération, enfin en tout cas à l'enterrement des Ouïghours, c'est des écoles, parce ils sont complètement illettrés et débiles. Donc en fait, on les aide à s'intégrer en leur donnant des formations, etc. Mais ça, c'est la version officielle parce que ils seraient tous des terroristes islamistes et en la lutte puissance. contre le terrorisme, ouais. Voilà. Bon, si vous avez des questions, je vous en prie. Bonsoir Julien Fournier, nous avons un grand styliste parmi nous. Je ne sais plus où me mettre. Donc on va passer à la partie, je vais te poser des petites questions, puis on va pouvoir discuter autour de ça. Première question que je pense beaucoup de monde se pose, pourquoi est-ce que les marques se fournissent en Chine? Qu'est-ce que ça représente la Chine dans la production mondiale de textiles et de coton? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Pourquoi la Chine en fait? Jusque dans les années 70, 80 et jusqu'en 2005, en fait, le secteur de l'habillement dans le monde, il était réglementé par des quotas, par un accord dans le cadre de l'ancêtre de l'OMC qui était le GATT, qui s'appelait l'accord multifibre. Et quand le secteur a été entièrement libéralisé, donc avec l'ouverture des frontières, le libéralisme, la mondialisation libérale, et cet accord a pris fin en 2005,
les pays et les multinationales ont pu aller se fournir. Donc, il n'y avait plus ce système de quotas qui a protégé des économies, je ne sais pas, comme Madagascar, par exemple. Et là, la Chine faisait partie de ce pays qui avait une main-d'œuvre abondante, peu qualifiée, parce que malheureusement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le secteur de l'habillement se résume, enfin, dans la fast fashion, à de la main-d'œuvre non qualifiée, et a pu oui, devenir un acteur central en ayant une capacité de production très importante de vêtements, une rapidité d'exécution, beaucoup de femmes, encore une fois, la main-d'œuvre féminine disponible, et des prix extrêmement bas en raison de normes sociales plus basses, de salaires plus bas. Et donc aujourd'hui, la Chine reste le premier exportateur d'habillement dans le monde. Derrière, c'est le Bangladesh. Quand on voit la taille des deux pays, on voit aussi la place du Bangladesh aujourd'hui dans le secteur de l'habillement. Même si la Chine a diversifié son économie, investi dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée, plus techniques comme l'électronique, etc., il reste quand même un pays de production important et notamment un des principaux pays exportateurs, enfin producteurs de coton. D'accord. Le premier d'ailleurs. Donc à la fois une forte capacité de main-d'œuvre et le premier exportateur de exactement, coton. premier exportateur de coton. Et donc, en effet, dans la suite de ce que tu disais, la question du travail forcé, elle est aujourd'hui utilisée par la Chine comme une des étapes de sinisation, de hanisation en effet du pays. C'est pour ça que c'est plus une démarche liée à l'ethnie même qu'à la religion, et comme ils l'ont fait avec les Tibétains, hein, tu l'as évoqué un petit peu au début. Voilà, et on va retrouver ce travail forcé sous prétexte de lutte contre la pauvreté, parce que comme tu dis, pour le gouvernement, voilà, sous prétexte d'avoir des gens illettrés, qui savent rien, qui sont incapables de travailler et qui sont très pauvres, eh ben, il y a un système que la Chine a organisé qui prend deux formes. D'une part, dans le Xinjiang, il y a des unités de production dans lesquelles les gens vont partir des camps d'internement pour aller dans ces unités de production, et vont être aussi envoyés au champ comme travailleurs forcés, sous-payés ou peu payés, et vont même être exportés dans des usines en dehors de la région. En échange, des usines qui emploient des travailleurs forcés ouïghours vont recevoir de l'argent pour embaucher ces personnes et les rééduquer par le travail. Et c'est des gens qui vont s'ajouter à des travailleurs qui ne sont pas ouïghours et qui sont déjà dans ces usines. C'est une autre, et qui du coup qui sont gérés différemment et qui ont un salaire, voire pas. Qui vont être sous-payés, qui vont être surveillés, donc en effet être empêchés de pratiquer leur religion, être parqués dans des dortoirs, être amenés le soir, ramenés le soir, ramenés le matin, complètement contrôlés. Exactement. Et donc, il se trouve que Xinjiang, c'est 20%, à peu près 20% de la production de coton dans le monde. Donc, on estime qu'il y a peut-être 1/5 de production de vêtements en coton qui proviendrait de cette région et qui potentiellement serait entachée de travail forcé des Ouïghours. Et depuis 2017, entre 2017 et 2019, on a réussi à faire sortir cette information par le biais d'enquêteurs, par le biais de journalistes, par le biais d'ONG, jusqu'à ce rapport un peu emblématique en 2020 qui a dénoncé le fait que des entreprises multinationales européennes, occidentales, profitent de ce travail forcé. C'est le rapport ASPI, c'est ça? Oui, exactement. Oui, le rapport d'un think tank australien qui s'appelle ASPI, et ce que va faire ce rapport à la suite de travaux qui avaient déjà été divulgués sur la question du travail forcé, c'est qu'il va balancer les noms de 80 marques. C'est ce que je vous ai fait, pardon Naïla, je te coupe, pour ceux qui ont vu ma story, où en fait il y avait les noms des marques qui défilaient. C'est-à-dire que je pouvais tellement pas les noter toute seule parce qu'il y en a, je sais pas, il y en a combien dans le rapport? Il y en a une centaine, il y en a plus de 80. Ouais. Du coup, c'est ce que vous avez vu quand vous voyez toutes les marques se dérouler dans la story. C'était un extrait du rapport ASPI. Qu'est-ce qu'il y a comme autre source qui corrobore le travail forcé du coton au Xinjiang? Alors, ce rapport, en fait, donc c'est quasiment impossible de pénétrer dans la région. D'ailleurs, c'est impossible. Mais le rapport ASPI, en fait, va rassembler.
donc ASPI, c'est le nom du think tank australien, Mm. va rassembler des données qui étaient déjà publiques. Alors, il y a un chercheur qui a beaucoup fait, bon, qui par ailleurs est un peu évangéliste, lié à la droite américaine, tout ce qu'on veut, Ah mais ouais? qui par ailleurs C'est est un qui? chercheur Ok. dont les travaux sont pas remis en cause parce qu'ils se fondent sur les données officielles du gouvernement chinois. C'est-à-dire que le gouvernement chinois publie quand même des informations en disant voilà combien de personnes on a sorti de la pauvreté, et il faut lire entre les lignes, et voilà combien de personnes on a enfermées, envoyées en travail forcé, etc. Donc son boulot se fonde sur les données officielles du gouvernement chinois, donc il s'appelle Adrian Zenz, D'accord. Z-E-N-Z. C'est lui qui a un peu le chercheur de référence. On a des études du département, de différents départements américains, donc de l'intérieur, du commerce extérieur, des affaires étrangères, qui aussi sur la base de données, sur la base oui, de données sur les exportations et les importations entre les pays, arrivent à quantifier aussi les vêtements qui sortent, qui rentrent. Et puis aussi des données des fournisseurs, parce que même au Xinjiang, comme beaucoup de fournisseurs, ils vont lister sur leur site les marques pour lesquelles ils produisent. Donc ça, c'est pour D'accord. la partie confection. Mm. C'est le cas du rapport, du fameux rapport, et d'un autre rapport fait par nos collègues américains sur Zara Inditex, dans lesquels ils montrent que ces fournisseurs listent Inditex comme leurs clients, et par ailleurs sur des cartes de données commerciales qui sont en accès libre. On arrive à avoir des cartographies des unités de production dans la région, et de la même manière, on arrive à montrer quel type de client il peut y avoir. Donc c'est vraiment D'accord. la recherche documentaire. Et comment c'est possible que les marques elles puissent profiter du travail forcé? Est-ce que tu peux nous parler de... C'était la question de Yael. Je ne sais pas si tu t'en Oui, souviens, je te l'avais pas de envoyé. souci. Parce qu'elle me disait à juste titre qu'il y a quand même des conventions internationales qui sont censées faire que en fait, tu ne puisses pas profiter du travail forcé. Est-ce que tu peux Mm. nous en dire plus Mm. là-dessus? Ben là, on touche vraiment au... Je pense que c'est pour ça que j'ai aimé la question, c'est qu'on touche au cœur du problème, en fait, du sujet. Je sais pas si... Enfin, probablement, beaucoup de personnes en ligne se souviennent de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, le 2013. 24 Ouais. avril 2013. On va faire c'est les 8 ans, là, la commémoration des 8 ans dans 3 ans. C'était déjà un point de non-retour. C'est un immeuble qui s'effondre, qui tue 1138 ouvrières. Le monde et les enseignes découvraient, entre guillemets, qu'elles avaient une chaîne de sous-traitance, que des femmes étaient exploitées dans des usines dangereuses. Et ça devait déjà être... Et on Enfin, découvrait aussi que... il découvrait. Oui, c'est ça, avec mille guillemets. Ça, c'était ce qu'elle disait. On ne savait pas Oui, qu'on sous-traitait là. Mais depuis, ce qui est inadmissible aujourd'hui, c'est qu'elle soit encore à dire on ne sait pas identifier notre chaîne de valeur. Et donc, la vraie question, c'est que, d'une part, les normes sur le travail forcé, elles s'imposent aux États. Et c'est tout le voilà, problème du c'est système ça. international et du système onusien, c'est que ceux qui sont redevables, c'est l'État, les pouvoirs publics, et les multinationales ne sont pas ce qu'on appelle encore des objets de droit, parce que on Tu est peux pas les sorti d'un attaquer, système, quoi. voilà, et parce que c'est plus des entreprises qui emploient directement leurs propres salariés. Elles sous-traitent par le biais de contrats à des unités de production, à des sous-traitants, à des fournisseurs ailleurs, donc elles sont plus responsables de ces fournisseurs et sous-traitants. Et nous, tout ce qu'on cherche à faire, c'est À faire en quel sorte moment elles qu'elles sont aient plus responsables? À quel moment elles deviennent de responsables à plus responsables? au moment où ça c'est l'évolution de la sous-traitance et de l'organisation du travail dans le secteur du textile habillement, mais du jouet, mais de l'électronique, au moment où on a délocalisé en fait, elles n'ont plus leurs propres usines, enfin comme on parle pour l'exemple, enfin, avant les entreprises avaient leurs usines et donc elles employaient directement leurs salariés. Comme c'est le cas en France, il y a une usine à Florange, ben, il y a un Hmm. responsable qui va être directement responsable. Et là, le contrat de sous-traitance fait qu'elles ne sont plus les employeurs directs des ouvrières du Bangladesh, c'est l'employeur local qui est l'employeur direct, donc elles ne sont pas responsables de ces conditions de travail. Et c'est un mélange des Mais deux si qui est elles le, étaient l'employeur direct, elles seraient responsables ou toujours pas? Dans certains pays, oui. En France, par exemple, il y en a une législation qui t'empêche d'exploiter des travailleurs forcés et des esclaves. Mais il faut que à la fois les pays aient ratifié des conventions internationales, les conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, contre le travail forcé, par exemple, pour qu'on puisse euh,
traduire la Chine, par exemple, devant des tribunaux ou faire des enquêtes. Et il faut à la fois que les multinationales elles-mêmes deviennent responsables juridiquement de cette chaîne de sous-traitance. Et là, c'est vraiment le cœur de notre boulot. On a commencé à le Donc, faire elle avec serait des jeux de loi. responsable de tout ce qui se passe jusqu'au produit fini. Donc, de tout le monde. Exactement. Ok. Ouais. D'accord. Ce serait plus l'employeur local qui, en fait, serait la personne responsable, mais la marque qui passait commande, finalement, Oui, en haut de en la tout cas, chaîne. elles ne pourraient plus échapper à leurs responsabilités en disant bah, un immeuble s'effondre au Bangladesh où il y a des travailleurs forcés en Chine, je n'y suis pour rien. Elles vont y être pour quelque chose parce qu'en fait, elles se rendent complices de ces systèmes d'exploitation en fermant les yeux sur ce qui se passe dans leur chaîne de valeur et en Qu'est-ce faisant que du tu appelles les profit chaînes sur de cette valeur? base. Oui, pardon, les chaînes de C'est du valeur, c'est la jargon, là. chaîne de sous-traitance. Ah, ouais, tout Ça à fait, s'appelle c'est la un peu chaîne de valeur, jargonneux. la chaîne de C'est sous-traitance? C'est Ouais, c'est ironique. toutes les D'accord. étapes pour créer la valeur. Ça, La c'est valeur vraiment un la terme valeur produit, économique. quoi. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Euh, J'avais une super question qui vient de m'échapper. J'aurais pas dû faire un aparté. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que justement au niveau des juridictions ça change et que du coup les marques puissent être attaquées comme parce que considérées comme employeurs directs. Ouais. Puisque là, en En fait, en fait, vérité, mis à part se dire pardon, c'est pas moi, il oui, se c'est passe pas ça. Et grand-chose. elles le disent depuis le Rana Plaza. Et donc, Oui, depuis le c'est Rana ça. Plaza, elles disent, ah, mais maintenant, on va faire attention, on a évolué, on est très, très touché par cette question de l'esclavage moderne, de l'exploitation. Et nous, tout notre boulot depuis quelques années, il consiste justement en deux choses. C'est renforcer des lois qui puissent dépasser la barrière du territoire, du pays, pour que les entreprises multinationales, pas que dans l'habillement, hein, d'une manière générale, puissent être tenus juridiquement responsables des violations des droits des travailleurs, des impacts environnementaux tout au long de leur chaîne de sous-traitance, partout où elles produisent. Et donc pour ça, on a travaillé pendant des années avec une coalition d'ONG, de syndicats en France. Et la France est pionnière parce qu'elle a adopté une législation qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance en 2017. Ouais, j'en ai entendu Ça a parler. été 5 ans Ouais. de bataille contre les mises, etc. Cette loi, par exemple, en France, permet d'engager la responsabilité devant des tribunaux français d'une multinationale française. Alors, c'est une loi qui a des limites, c'est que sur certaines entreprises, etc. Mais le principe, c'est ça, pour des impacts commis à l'international. Et depuis quelques mois, là, on est en pleine actu, on est en train de faire ce même type de loi, mais au niveau européen, pour que toutes les entreprises européennes puissent être responsables juridiquement de ces impacts. Donc ça s'appelle la directive sur le devoir de vigilance. Et ça, ce serait de très grosses avancées. Et on est, je ne sais pas, des centaines d'organisations en Europe à travailler avec des parlementaires européens et faire pression sur la Commission européenne pour que cette Donc, directive voie le jour. donc là, par exemple, des groupes français, donc je pense à, je sais pas, Auchan, Casino, qu'est-ce qu'il y a comme groupe notre groupe ami Mage Sandro et Oui, toute la clique, la Claudie SMCP, Perlot, machin, etc. Ça veut dire, si je te suis bien, mais je me suis peut-être embrouillée, eux, ils sont responsables juridiquement de tout ce qui se passe, c'est ça? Mais alors pas toutes parce que ça concerne que les très grosses entreprises en France ah oui, ça dépend pour la déjà loi ton française, niveau de. mais par Ouais, exemple ok. Kering, Kering, LVMH, nos amis, ouais. LVMH, Carrefour, Auchan, Casino, et puis plus largement Total, Siemens, enfin Oui, pas toutes que le les très textile, grosses quoi. multinationales, voilà, de plus de Ouais. 5 000 salariés en France, doivent publier un plan de vigilance, bon ça on pourra y revenir, et surtout, et nous on a commencé des actions en justice contre Total, par exemple, sur cette loi devoir de vigilance pour dire Total exploite du pétrole, donc c'est tout à fait notre entreprise, mais en Ouganda, en ayant déplacé 30 000 personnes qui n'ont plus accès à leurs terres, qui meurent de faim, etc. Et donc avec cette loi, on peut pousser les tribunaux français à se pencher sur les agissements de ces marques. Et l'idée, puis après je dirais l'autre aspect, parce qu'on a une actu justement sur l'aspect judiciaire, c'est ce qu'on appelle mettre un terme à l'impunité des multinationales, où notre boulot, c'est pas de coller des procès toute la journée aux entreprises, c'est de faire en sorte que, même si certaines le méritent, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité.
Et que, parce que l'impunité, c'est ce qui permet qu'un scandale Nike remplace enfin, un Rana Plaza bien sûr. remplace un scandale Nike et Mais qu'un moi, j'ai travail une petite forcé des question, Ouïghours remplace ça. petite question provoque. Est-ce que tu penses que les marques, donc là, pour reboucler sur les Ouïghours et le sujet de ce soir, est-ce que tu penses que les marques, elles étaient au courant de la provenance du coton et des conditions dans lesquelles il était extrait ou Hmm. pas? Est-ce qu'ils avaient des J'ai moyens de envie de dire savoir que ou ça est-ce que dépend. vraiment... Ouais, Ça dépend, ça dépasse. Mais en fait, qu'elle le sache ou pas, c'est bien le problème. C'est que si elle ne le savait pas, c'est presque une double responsabilité qu'elles n'ont pas assumée. Elles ont l'obligation de savoir, d'abord en fonction de cette loi de devoir de vigilance en France, celles qui sont concernées sont obligées d'identifier tous leurs risques. Donc, elles sont obligées de dire et de publier le fait que si elles vont en Chine, il y a le problème du Xinjiang, il y a le problème du travail forcé, et voilà ce que je vais faire pour l'éviter. Elles sont tenues de prévenir ce qu'on appelle les risques de violation. Et si elles ne le savent pas, ça veut dire que depuis, disons, le Rana Plaza et même avant, elles mentent, elles font semblant de ne pas savoir que le long de leur chaîne elles de font aucun sous-traitance, effort, quoi. Ouais, il y a ouais, des ouais, problèmes. Voilà. ouais. Elles peuvent plus ne pas savoir que dans leur chaîne de sous-traitance, il y a des violations massives tout le temps, quotidiennes, partout dans le monde. Et puis le Xinjiang, le travail forcé, c'est depuis 2017, c'est depuis 2019, c'est depuis 2020. Et c'est pour ça qu'on s'est énervé récemment en déposant une plainte au Mm, pénal, mm. parce que ça fait un an qu'on fait campagne, qu'on se mobilise, qu'il y a des rapports, etc. Et ça, c'est un peu l'autre aspect de ce qu'on fait sur cette question de travail forcé des Ouïghours. C'est tellement grave, on parle de crimes contre l'humanité, on parle de travail forcé, de Bien génocide. sûr. On Mm. vient de déposer plainte contre 4 enseignes françaises. On va en Là, c'est parler. pas, Ouais. On va voilà, en c'est parler. pas la loi de Ouais. devoir de vigilance, mais c'est carrément au pénal. On les accuse enfin, on demande aux juges de se pencher sur leur cas pour recel de crimes contre l'humanité, recel de comportements dégradants, recel de travail forcé. Là, pour dire aux tribunaux, il y a des preuves qu'elles sont dans la région et il faut aller enquêter. Et surtout, elles avaient une obligation morale de savoir parce que Mais ça fait alors 2 ans qu'il y a justement, des infos. moi, je voulais savoir quelle a été la réaction des marques quand le fameux rapport ASPI est sorti. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, le Ouais. rapport ASPI, c'était un rapport australien, c'est ça? Mm. Qui en fait listait, enfin avait annoté noir sur blanc tous les noms de toutes les marques qui utilisent du coton issu du travail forcé des Ouïghours. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je voudrais savoir déjà, on va reparler de la plante évidemment. Ce que je voudrais savoir déjà, c'est en gros quelle a été la réaction des marques au sortir de ce rapport. Mm. Alors, déjà, le rapport, il est un peu plus large que le coton. Il Ouais, liste aussi des enseignes comme Amazon, comme Samsung, ouais, Apple. Donc, tout y passe. Hein, nos vêtements, nos portables, c'est un joyeux maelstrom d'objets de consommation qui viennent de la région. De l'automobile aussi, etc. Et nous, on s'est concentré sur l'habillement textile parce que c'est notre secteur d'expertise. Il y a eu plusieurs réactions. D'abord, ce qui est récurrent, c'est que si on les questionne pas, il se passe rien. T'as jamais des enseignes qui spontanément disent bon, on a pris en compte ce sujet, c'est incroyable, on est vraiment une enseigne responsable, ça nous intéresse. Donc c'est vraiment vivons bien, vivons cachés. Si on les pointe pas, il se passe rien. Donc c'est ce qui s'est passé avec Aspi. C'est au ouais. moment où on a sorti des communiqués de presse, on a commencé à se mobiliser sur les réseaux sociaux, au moment aussi où le député Raphaël Glucksmann a commencé à cartonner en fait et à interpeller une à une les boîtes, que là, on a eu des réactions. Alors, elles sont un peu d'ordre divers. Il y a les enseignes ça c'est du Inditex, donc Zara, Bershka, Pull&Bear, etc. Ça c'est Inditex tout craché, c'est pas nous, on n'y était pas, c'est pas vrai. Donc jusqu'à présent, Inditex nie toute implication dans le travail forcé des Ouïghours, alors que c'est une des enseignes pour lesquelles on a le plus d'infos quant à leur D'accord. présence sur place. Ok. Il y a des enseignes qui ont dit c'est terrible, on va faire attention et qui ont publié Genre euh, H&M. voilà. Alors H&M, alors ouais ça dépend un peu dans quel H&M ils ont dit que H&M a dit qu'ils allaient voilà, c'est ça, se penser sur la question mais pas qu'ils se retiraient.
D'accord. Mais en tout cas, ils n'ont pas ignoré. C'est vrai que H&M, c'est une des boîtes qui ne peut pas trop se permettre ça, parce qu'ils sont vraiment scrutés, parce qu'ils se Hmm. positionnent, contrairement à Zara, comme la marque la plus responsable. La marque de, comme disait un responsable de H&M, on ne fait pas de la Recycle fast ton fashion. coton issu du travail forcé. Ouais. Ouais, bon, Comme bref. avait dit un des responsables H&M, elle me dit, mais Naïla, on ne fait pas de la fast fashion, nous. On Ah fait de bon? la mode durable, abordable, à petit prix. Je disais, ah, D'accord. mais il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai, hein. C'est vraiment, bon, bref. Génial. Il y a les enseignes qui ont dit avoir cessé, donc avoir pris des dispositions pour interdire. Ah, on t'entend plus. Tu m'entends? On t'entend plus, Naïla. Qu'est-ce Je qui se fais un passe? petit chargement de batterie. D'accord. Voilà. On t'entendait plus. Ouais, All c'est right. la batterie. C'est bon là? Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Impec. Ah, salut Yasmine. Moi, Et- j'ai le soleil dans la gueule. Vas-y. Ouais. Euh, et donc, il y a les enseignes qui ont publié pour l'instant sur les réseaux sociaux le fait Ouais. qu'elles allaient arrêter de sous-traiter dans la région. Mais sur une chose sur ce sujet, nous, on distingue vraiment leur... J'ai pas vu. C'est C'est nickel. comme si. Non, mais j'ai vraiment le soleil en pleine gueule C'est là. nickel. Ouais, on a Pas l'impression que tu compliqué. as une terrasse, ça nous fait rêver, franchement. Vas-y. La libération dans quelques semaines. Juste sur cette question de ce que disent les marques et comment elles réagissent, nous, ça fait longtemps qu'on ne prend pas en compte leur communication sur les réseaux sociaux. Donc, Lacoste, Hugo Boss, H&M ou Zara, de plus en plus, les marques, elles communiquent sur les réseaux sociaux et plus aux médias et plus à la société civile. C'est-à-dire qu'elles évitent celles et ceux qui vont creuser pour pouvoir Bien sûr. confronter leurs informations face à leurs actes. Donc, elles annoncent des trucs. Elles évitent le Or, contradictoire en fait. C'est ça. elles évitent le contradictoire, la Mm. preuve, et elles savent que quand elles publient, si elles nous disent on arrête, nous on arrête de sous-traiter au Xinjiang, nous on va leur demander des preuves en fait. Mm. Et c'est ce qu'on a fait, peut-être juste pour boucler sur ce sujet. En août, donc 6 mois, quelques mois après le rapport, on a constitué une coalition internationale. On est plus de 300 organisations dans le monde entier. Pour demander aux marques de se retirer de la région. Donc, on a rédigé un appel avec plusieurs étapes, une cartographie des risques, changer les conditions générales de vente, enfin un tas d'étapes, empêcher les sous-traitants de tel niveau de sous-traiter au Xinjiang pour se retirer de la région. Et pour nous aujourd'hui, c'est la seule communication crédible, c'est si Mm. elles acceptent de signer cet appel parce qu'elles s'engagent à nous donner des informations. Mais elles Et s'engagent sinon aujourd'hui, quoi? il n'y a que... Pardon? Elles s'engagent sinon quoi? Ah bah sinon, on les dénonce, quoi. On continue notre D'accord. dénonciation ou on dépose des plaintes. C'est comme ça qu'on est passé à la vitesse supérieure. Mais juste sur cet appel, par exemple, aujourd'hui, malgré toutes les annonces des enseignes qui ont dit on arrête de sous-traiter dans la région, il n'y en a que 2 grosses qui ont accepté de signer cet appel. C'est Marks and Spencer et D'accord. Azos. Ah, ouais. À Contre sauce, ouais. toute attente, Ouais. même si on est en négociation avec d'autres enseignes qui pour l'instant veulent rester confidentielles, parce que je pense qu'elles essayent d'avoir une masse critique pour dire collectivement on se retire de la région. Sauf qu'on va voir que il y a aussi des risques à annoncer qu'on se retire de la région. Donc voilà, il y a différentes étapes de pression, de mobilisation Alors, tu parles des risques de dire qu'on se retire de la région. Je ne vois plus rien, mais je suis parmi vous. Euh, nous on voit très bien. ok, un peu trop même, je crois. T'es en C'est pas- terrasse au ski, à la montagne. Mais pas du tout, je suis chez moi, mais j'ai le soleil en pleine poire. Mais là, vraiment. Bref, tu parles des risques que les marques prendraient à se retirer de la région. Alors, justement, aujourd'hui, alors, messieurs, dames qui nous regardez, vous avez peut-être vu passer ça. La Chine menace les géants du textile occidentaux de sanctions. De sanctions diverses et variées. Tu vas nous en parler, Naïla. Qu'est-ce qui a fait exploser la situation en fait? Pourquoi waouh! Putain, c'est le live de tous les dangers ce soir. Ah ouais, on est sur un sujet à haut risque, quoi. C'est un gros sujet à risque. C'est la Chine qui essaye de nous, tu vois, qui essaye de m'aveugler, qui essaye de péter ton téléphone. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, il y a un risque pour les marques de se retirer de la région du Xinjiang, en gros. Ce que demandent
Éthique sur l'étiquette et des kilomètres d'assaut, ils se sont regroupés en coalition, etc. Il y a des plaintes qui ont été lancées, etc. Quels sont les risques pour les marques, putain, oh meilleur lapsus, pour les marques, de se retirer de la région? Et puis, pourquoi la Chine les menace, justement? Et il les menace pourquoi? Et il les menace de quoi, surtout? La question des risques. Attention, je vois vraiment plus. Vas-y. T'as entendu? Je tiens à la main, je ne sais pas si le cadre est bon, mais oui, en fait, donc en effet récemment, donc ça fait pile une semaine, en fait, on voit quand même qu'il y a une pression de plus en plus forte entre la Chine et l'Union européenne, enfin sur la Chine en fait au niveau politique, au niveau international. Donc déjà, les États-Unis, il y a quelques mois, ont déjà adopté un ban, donc une interdiction d'importer des produits issus du Xinjiang. Et c'était l'administration Trump. Donc ça fout quand même un peu les boules qu'à l'époque, ce soit l'administration Trump qui soit le chantre de la liberté et des droits des Ouïghours. Et bien sûr, c'était sur fond de guerre politico-commerciale avec la Chine. Exactement. Depuis, il y a une telle pression de députés, de la société civile et de consommateurs sur les réseaux sociaux qu'on voit bien que l'Europe peut plus vraiment rester silencieuse. Macron et le gouvernement français ont mis des mois, ils étaient à la ramasse avant de parler de crimes contre l'humanité, de dénoncer cette situation. C'est enfin fait. Mais il y a eu des premières sanctions diplomatiques, politiques, c'est-à-dire des personnes françaises interdites d'entrer, par exemple, sur le territoire chinois. Et comme Raphaël Glucksmann, par exemple. Très exactement. Et inversement, l'Europe a pris des sanctions aussi diplomatiques envers le gouvernement chinois. Et la réaction du gouvernement chinois, parce que effectivement, c'est arrivé récemment, ça a été de dire « Ok les cocos, puisque vous attaquez l'arme diplomatique, ben nous, on va utiliser notre arme la plus puissante et surtout notre menace qui vous fait tous flipper, c'est l'accès à notre marché intérieur qui est énorme, qui est considérable. Je crois que la Chine, c'est le premier marché pour le luxe, par exemple, pour Kering. Je crois que c'est 30% pour H&M. C'est 30%, c'est ce que j'allais dire. J'avais dit 15% en story. J'avais cru entendre 15% de part de marché pour H&M. Pour H&M, peut-être une erreur. Mais en tout cas... en tout cas, c'est énorme. C'est énorme. C'est 30% de part de marché, c'est un... Exactement. On parle limite de la survie de l'entreprise d'une certaine façon, ou alors il faut se restructurer complètement. C'est exactement ça, c'est que derrière, ça va impliquer des questions, de restructuration, sur quel marché elles vont investir, et c'est un peu l'heure de vérité aussi. Quels autres bébés sur la planète on peut exploiter gratuitement avant de se faire prendre? C'est ça, quoi. On peut pas fabriquer des gens pour fabriquer des gens qu'on pourrait exploiter n'importe où. Et en effet, la semaine dernière, la Chine est passée à cette arme économique et a exhumé les déclarations qu'ont faites les marques sur leur site internet en octobre, en septembre dernier, à notre demande. Enfin, pas que celle d'éthique sur étiquette, mais sur la pression de la coalition internationale. Il y a quand même un tas de personnes qui se mobilisent pour dire vous ne pouvez pas rester silencieux, parce que probablement 1/5 de vos vêtements viennent de l'esclavage de ces personnes. Et la Chine a exhumé les déclarations d'H&M, de Nike, etc. pour dire, regardez, elles se sont prononcées contre la Chine, parce qu'elles se sont prononcées contre le travail forcé au Xinjiang, avec une campagne de boycott des produits sur Weibo, donc qui est le Twitter chinois, et sur certaines plateformes de vente en ligne où là, ils ont carrément retiré, par exemple, des vêtements H&M. On voit des personnes, donc évidemment, excitées et mobilisées et endoctrinées par le Parti communiste. Et notamment les jeunes communistes où ils ont cramé des baskets Nike, etc. Il y a en plus, là, c'est une orchestration, une mise en scène pour dire attention, en fait, vous pouvez pas nous passer de nous, vous passez de nous, et on vous demande de vous calmer, de nous laisser régler nos affaires intérieures, c'est-à-dire de continuer tranquillement nos crimes contre l'humanité. Et c'est là qu'il y a une bascule, quoi. Parce qu'en fait, juste pour ceux qui nous rejoignent, du coup, pour le gouvernement chinois, la raison officielle de l'internement des Ouïghours dans des camps d'internement, justement, pléonasme, c'est parce qu'ils représenteraient des menaces, c'est-à-dire qu'ils seraient tous potentiellement des terroristes islamistes en puissance. Et donc, eux ne parlent pas de camps, ils parlent d'école, en fait. Et
parce que du coup, il leur apporterait la culture, l'éducation, un travail. Il leur apprendrait un travail pour les réinsérer dans la société sans qu'ils ne soient plus une menace terroriste. Voilà, donc il y a aussi dans le discours de la Chine qui se dresse contre les marques occidentales qui ont pris position pour les Ouïghours, une espèce d'accusation de racisme anti-chinois, de supporter des actions potentiellement terroristes à leur encontre, etc. Donc, et il y a tout cet aspect manipulation de l'opinion chinoise dont parle Naila, qui est très très fort en Chine et qui fait qu'il y a énormément de consommateurs chinois qui ont volontiers, en Chine en tout cas, arrêté d'acheter des produits de nos grandes multinationales occidentales de vêtements. Tu valides ce que je viens de dire? Oui, oui, complètement, c'est ça. Je viens de dire de manière totalement aveugle, car je ne vois pas du tout en fait. Je remets mes lunettes, désolé, mais là, c'est vraiment trop. Ça se voit pas d'ici. Voilà, donc c'est un petit peu... je pédale un peu, mais parce que je vois rien. Ok. Donc voilà, c'était pour un peu expliquer, parce que il y a le mouvement en ce moment Stop Asian Hate, qui est absolument légitime, mais qui du coup, je sais que peut être malheureusement récupéré pour faire de la propagande pour le Parti communiste chinois. Voilà, tout ça, oui, c'est déjà le cas, c'est-à-dire on a aussi l'habitude de dire les Chinois, la Chine, mais évidemment, on ne parle pas de la population, mais d'un gouvernement totalitaire, autoritaire. Enfin, c'est vraiment un mélange d'autoritarisme et d'ultracapitalisme, en fait. La Chine, c'est vraiment la syncrétisme de ces deux choses-là. C'est un peu le pire du capitalisme et le pire du communisme. Donc, et là, ça va être aussi une question de rapport de force. Et c'est aussi à l'Europe et à nous de dire quel modèle de société on veut. Et en effet, c'est aussi une heure de vérité pour les marques. Parce qu'il y a eu des réactions absolument scandaleuses. Nos copains Inditex. C'est nos préférés, Inditex. C'est nos préférés. On les aime beaucoup. Donc, Inditex, c'est Zara, Bershka, Stradivarius, non? Stradivarius, Pull&Bear, Osho, Massimo Dutti. Ah oui. T'as des rues entières Inditex, quoi, en fait. Ouais. Quand t'as les rues Muliez, les rues Inditex. Par exemple, Zara a retiré sa déclaration contre le travail forcé des Ouïghours. Donc là, on a un site web, je sais pas, je le mettrai peut-être, où on a mis, c'est en anglais, où on a listé les entreprises de la honte, quoi. On est en honte à Zara, honte de mémoire à ASICS, Adidas, Muji, qui soit ont retiré leur déclaration contre le travail forcé des Ouïghours. Comme alors ils ont carrément, pour que les gens comprennent, ils avaient fait des déclarations sur leurs sites respectifs contre le travail forcé des Ouïghours. Et quand la Chine les a menacés, du coup, de sanctions ou d'être blacklistés du marché chinois, ils ont juste retiré leur déclaration. Ouais, ils n'ont même pas été ciblés par la Chine. Comme ils ont vu que la Chine commençait à utiliser l'arme économique et qu'ils ne voulaient pas perdre des marchés, il y a eu différents types de réactions. Inditex, par exemple, donc, a retiré cette déclaration, mais d'autres marques qui n'avaient pas fait de déclaration du tout, type Muji, ASICS et Adidas de mémoire. Alors Adidas, c'est un peu différent, mais Fila, ASICS, Muji ont carrément dit « Ah non, mais nous, on va continuer à promouvoir le coton du Xinjiang, qui est un coton de qualité, etc. » Donc, il y a eu différents degrés de cynisme et de réaction. Et donc, nous, on a fait ce site web des marques de la honte. C'est quoi le site? Alors, ça s'appelle Forced Labor Fashion. La mode Forced Labor. Je vais le mettre dans le chat pour les gens si ça intéresse. Et je cherche Labor Fashion. Oh là là. Donc ça, c'est un site de campagne. Attends, je vais le chercher juste de mon côté pour pas mettre de conneries. Tu peux le mettre en commentaire si tu veux. Ouais, tu peux le mettre en commentaire. Ce serait super. Je te remercie. Hop. J'ai essayé de le faire, mais déjà que je vois rien, j'ai le soleil en pleine poire. C'est très compliqué de faire plusieurs choses en même temps en ce qui me concerne là, maintenant tout de suite. D'accord. Hop. Bon, tout va bien, messieurs, dames, vous êtes bien silencieux, je vous trouve hyper... Ça prend des notes ou quoi, là? J'ai pas de...
Pas On obligé, n'a hein. pas de questions, rien, mais parce que je pense que tout le monde t'écoute avec beaucoup d'attention. Donc, c'est très, très cool. Bon. Donc, sur forcedlaborfashion.org, vous pouvez voir, vous avez fait une liste de marques qui ont eu des réactions de merde, c'est ça? Exactement. Et il y a Mhm. aussi une liste d'actions, d'interpellations sur les réseaux sociaux où on propose de cibler Nike, de cibler Adidas, de cibler Zara, beaucoup via Twitter et Insta. Et il y a aussi des campagnes. Donc, on fait ce boulot de lister et de continuer la pression pour qu'elles signent D'accord. cet appel à sortir de la région et surtout, enfin, aussi dénoncer, enfin, dire à quoi ça tient une déclaration contre le travail forcé quand en un clic, Mais c'est ça, on le en 2 secondes, retire. tu fais, oh, pardon, c'est pas moi, j'ai rien dit, et t'enlèves le Mm. truc de ton site, en fait. Exactement. Donc ça questionne beaucoup Bon. enfin, la sincérité, même si c'est pas nouveau, mais la sincérité des engagements, la Est-ce qu'il y a de réalité la des engagements des sincérité dans marques. le capitalisme débridé? C'est une Vous bonne avez question, 4 hein. heures. La Genre, réponse est non. non, mais en fait, à tout moment, déjà, le problème vient. Enfin, c'est tellement énorme comme tenant et aboutissant que, mais en vérité, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on abordera le sujet du boycott. Ouais, Mais c'est tellement compliqué de se dire je vais boycotter une marque parce que oui, il y a les sous-traitants dont on parle et les travail forcé, mais il y a aussi des millions de gens qui travaillent pour la marque et qui seront impactés par le boycott, par ton action de boycott, quoi. Donc, enfin, il y a beaucoup de choses. oui, oui, il y a beaucoup d'enjeux. Ouais. Alors, moi, je voulais te demander, en gros, puisque tu nous parlais justement de ce. Bon, tout le monde nous dit que c'est super intéressant et qu'ils écoutent, donc c'est trop mignon. Ah, c'est mignon. Tant Est-ce mieux. que, comme on parlait de forcedlaborfashion.org, est-ce que tu pourrais me dire qui sont vos grosses marques cibles en ce moment à qui tu as envie de taper? Vite taper. Là, Il y a envoie des celle noms. qui. Il Ça y a y est, un c'est peu les parti. usual suspects. C'est le moment que vous attendiez tous, messieurs, dames, les noms. Vous avez combien de temps? Parce qu'on a une liste comme ça. Bah, sur cette question spécifique, parmi les... Alors attends, je vais même me mettre sur le site parce qu'il y a tout... Donc je vous donnerai après le site général. Là, c'est un site de campagne, mais on a un site énorme au niveau international où on liste un peu tout ce qu'ont fait les marques et nos cibles prioritaires. Et là, il faut prendre des notes quasiment parce qu'il y a toute la fast fashion en fait. Ouais. Alors, putain, pardon. Je suis désolée, mais avec mon, je vais le tenir, ça va être plus simple. Les grosses marques, d'abord, il y a celles qu'on vient de cibler dans une plainte au niveau français. Donc, Hmm. Inditex, Uniqlo. Ouais. Tu peux Uniqlo, redire qu'il y a dans Inditex pour les gens qui viennent. oui. Alors, Inditex, c'est un groupe espagnol très important. Le patron d'Inditex est la sixième puissance, le sixième homme le plus riche au monde. Comme quoi, la fast fashion, ça a des avantages et ça produit des effets. Ah ouais. Donc, Inditex, c'est les marques Zara, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, euh, Bershka, qui est déjà pas mal. Tout ce qui gratte et qui est défoncé en machine, hein, au passage. Ouais, Voilà. et qui est pas super beau, même si Zara avait quand même Oui, beaucoup Sarah, on investi parlera de des style. gentilles marques après. Pardon, je réponds à Voilà. Sarah qui nous demande si on parlera des gentilles marques. Ouais. Là, on parle des gros méchants qu'on a envie de Oui, taper. oui, Voilà, ok. exactement, et qu'il mérite. Ensuite, on a aussi ciblé dans cette plainte, donc pour recel de crimes contre l'humanité, etc., le groupe donc Uniqlo. Uniqlo, c'est détenu par un groupe chinois qui s'appelle Fast Retailing, enfin peu Ouais. importe, leur grosse Il y enseigne, aura un c'est gros bureau de Uniqlo. presse de gros cons. Pardon, hein, comme ça c'est Ah cadeau. bah voilà, Vas-y. comme quoi, les chiens font pas des chats, c'est ça? Voilà, ouais. Ensuite, il y a SMCP, ça peut peut-être un Oh peu plus God. Alors interpeller, ça, mais messieurs, dames, c'est notre passion, ce qu'on appelle le luxe accessible. ouais, Luxe c'est accessible. Rendre cadeau. hommage, Claudie Pierlot. Toi-même, la Ouais, grosse et arnaque. comment? Et une marque pour mecs de costumes Couples. Couples. qui était un peu ringarde et qui est redevenue super en vogue il y a quelques années. The Couples, tu m'entends, Léna? Non, 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 c'est des costumes pour hommes de Fursac. Ah, De Fursac. putain, je pensais aux mecs qui marchaient comme ça. De Fursac, ça leur appartient maintenant? Ok, Ouais. d'accord. Donc voilà, là, et donc Sandra Mage, Claudie Pierlot de Fursac et Skechers USA. Donc on a ciblé les 4 sièges français, parce qu'on est en France, de ces enseignes, parce que ce sont celles pour lesquelles on a le plus
d'informations probants sur leur lien avec la région. Mais dans la plainte qu'on a déposée au procureur de Paris, enfin, juge hier, il y a 2 jours, on incite à ce que la justice aille explorer toutes les enseignes pour lesquelles on a des informations sur le fait qu'elles importent du coton de la région ou qu'elles travaillent avec des sous-traitants qui importent du coton de la région. Donc, on cible ces quatre parce qu'on a le plus d'informations sur ces quatre, mais pour nous, là, il faut que la justice aille mettre son nez, enquête et questionne la responsabilité de ces marques. Et après, d'une manière plus large, au-delà de la plainte, les marques sur lesquelles on cible, je vous lis la liste, hein. On a Abercrombie Fitch, Adidas, Amazon, Burberry Group, Ah ouais. Chanel, Esprit, Tonnerre. T'es là? Fast Retailing, Ouais. Foot Locker, Gap, Guess, Inditex, Kering, un peu tout le monde en fait. LVMH, bon, même s'ils sont un peu moins présents, Nike, parce qu'il y a moins de coton, Nike, Ralph Lauren, PVH, et après, il y a pas mal de marques qui ne sont pas nécessairement Zalando. Donc, en gros, pas parce qu'on a des infos particulières, mais pour beaucoup, parce que ce sont des acteurs énormes, que leur capacité d'achat et de vente est telle que si eux ne se retirent pas de la région, on ne peut pas avoir un effet d'entraînement de tout le secteur. Ah, parce qu'il Donc pourrait y voilà. avoir un effet d'entraînement de tout le secteur? Ben, on voit bien qu'en général, pourquoi on focalise tellement sur Inditex, H&M, ASOS, Amazon, c'est que c'est les gros qui impriment une tendance et leur modèle économique à inspirer jusqu'au luxe en fait. Et Bien donc sûr. l'idée c'est d'enrayer en fait ces systèmes de production, la fast fashion d'une manière générale, et qu'on ait d'autres modèles économiques dans la mode et qu'on revienne aussi, bon ça c'est un peu le moyen terme, enfin l'objectif général, qu'on revienne à ce que c'est que la mode, c'est-à-dire pas seulement une pression sur des coûts et des délais et de la main-d'œuvre peu qualifiée exploitée, mais évidemment la création des matières, des saisons. Ah bah ça, Voilà. c'est ma bataille sur House of Ouais, Diana depuis le début. c'est un autre débat, D'ailleurs, pour mais ceux qui nous c'est regardent l'idée. là, il y a encore eu un défilé Dior, je ne comprends pas, il y a 2 jours, Fall 2021. Quentin, si tu es là. J'étais même pas au courant. J'ai l'impression qu'il y a un défilé tous les 3 jours. Là, je commence à être perdue niveau rythme de production. C'est délirant, mais là où tu as carrément raison, c'est que le luxe, c'est pas la fast fashion qui s'est adapté au luxe, c'est le luxe qui s'est adapté au temps Oui, de la fast fashion et ce qui a rajouté du ravage au ravage écologique et social c'est depuis social, quasiment 20 ouais, ans maintenant. complètement. Ouais. Complètement. C'est pour ça aussi qu'on focalise tellement sur ces grosses enseignes, parce qu'il y a d'un côté promouvoir une mode responsable, respectueuse des droits humains, et donc les marques qui émergent sont sur ce type de modèle économique, mais on a à côté la masse tellement énorme de consommation et de production. Enfin, de ces enseignes de fast fashion qui sont forcément notre cible prioritaire parce qu'on ne pourra pas améliorer les droits des travailleurs si on ne s'attaque pas en premier à ces Mais tu vois, j'ai envie enseignes-là, de en te sachant dire, qu'aujourd'hui, ça coûte moins à H&M de surproduire, polluer, exploiter. Et nous, en fait, on veut que ça coûte. Il faut que ça coûte à ces enseignes. C'est vraiment même, remettre du droit aussi dans la mondialisation puis pour que remettre ça du leur sens coûte à de faire l'argent en n'importe fait quoi. aussi, tu vois, enfin, parce que c'est remettre du sens à l'argent aussi. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Ouais. Quand tu te dis que tu as des gens, enfin, tu vois, quand tu me parles de Chanel, de Kering, de Burberry, j'allais te dire c'est pire, c'est pas forcément pire, mais par contre, c'est pas le même prix de vente Oui, un t-shirt complètement. Chanel et un t-shirt Zara. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, oui. c'est-à-dire que les deux vont avoir du coton quasi grave. Enfin, deux gens qui n'ont pas été payés. Donc à un prix plus bas que bas que bas, et t'en as un qui va vendre le t-shirt à 5,90 et l'autre à 500, tu vois. Donc Tout à fait, oui. et en plus là, Aucune justification économique, en fait. et en plus les recettes du t-shirt à 500 euros ne vont pas du tout à ces gens-là. C'est pour payer les égéries, c'est pour payer le marketing, c'est pour payer Ouais. le shawi shawa sur Instagram. C'est Les terrible. influenceurs, ouais, C'est tout à terrible. Et fait. pourtant, et donc en plus, enfin, en termes de qualité, quand tu te dis que tu es du luxe et que tu as du coton qui est fabriqué dans ces conditions, je dis pas qu'il est de bonne qualité, mais en tout cas, c'est que dans ces conditions de traçabilité, c'est chaud. Moi, je trouve que c'est Mm, quelque part, c'est limite encore pire. Moi, je suis mm, encore plus mm. choquée, tu vois, de me dire qu'il y a du Chanel et du Burberry Mais dans le oui. game. Je suis, mais Burberry, ça m'étonne pas trop pour des raisons que
Bref, j'ai eu C'était des Ralsif. échos en interne sur Burberry et la Chine il y a Ouais, déjà 3 ans, donc je suis pas ouais. très étonnée. Ouais, Mais ça montre à quel point cette question des coûts cachés de la mode, cette question et la déconnexion aussi entre la mode, le produit et ce qui justifie un produit et une valeur. On est en plein dedans depuis des années en fait. bien sûr. Bon, je veux pas tout mettre sur le dos de la fast fashion, mais quand même, Ah, je mais dis bien sûr. souvent, je dis Mais c'est eux souvent, qui ont enfin, tiré le luxe vers le bas en termes de tout. exactement. En Et termes de tout, aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs. compliqué, c'est qu'on a des générations qui sont nées avec la fast fashion. C'est pas le cas de la mienne, malgré mon très jeune âge. Nous, on n'est pas nés avec la fast fashion. Il y a toujours eu Non, des mais moi vêtements non pas plus, je te chers. rassure tout de Dans suite. le- Hein. Bah, ceux dont c'est pas le cas, On n'est pas né avec Internet, madame. Il n'y avait pas Internet. ah, mais on s'est habillé autrement. Or là, Ouais. on a des générations qui n'ont connu que ça, qui n'ont connu que les Ouais. vêtements à 3 balles, à 4 balles. Et donc, quand on dit aussi, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais Ouais. la responsabilité du consommateur, elle est cruciale. Mais elle est d'une part pas au même niveau de ceux qui passent commande, sous-traitent, de ceux qui font les lois, c'est-à-dire Ah les non. États, les multinationales. Et comment on fait quand on promeut d'un côté tous ces modèles qu'on est né avec et que le consommateur est dans des injonctions contradictoires, quoi. Donc ça, Alors c'est peut-être justement, un ça autre sujet. m'amène une meilleure transition de la Terre. Tu ferais pas beaucoup de plateaux télé, toi, par hasard? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur citoyen? Ah, Ouais, et ben c'est très bien de distinguer les deux. Il y a toute une approche évidemment, mais j'imagine que ceux qui nous écoutent sont déjà bien au fait de la question. Il y a l'action de consommation, repenser ses modes de consommation. Aujourd'hui, c'est simple, il faut arrêter de produire et d'acheter de la matière. C'est l'enfer. On recycle 15 à 20% des textiles dans le monde, en dépit de ce que disent certaines enseignes. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est une pollution irréversible, lente, etc. Euh, Évidemment, se poser, enfin, essayer de consommer autrement, de la seconde main, etc. Même si on en a déjà voilà, parlé là, on nous d'ailleurs, parle Nana, de au seconde téléphone il n'y main. a pas Sarah qui longtemps. nous parle de Guérissol, Oui, oui, oui. qui nous Même dit si, la fast fashion est l'illusion du pouvoir d'achat. C'est très vrai. C'est très vrai. et complètement, parce qu'on a une vision, ça donne une vision complètement distordue du prix réel, en fait. C'est vraiment les coûts cachés Il y de avait la ce mode. fameux docu, tu te souviens, qui est vieux maintenant, The Real Cost, Oui, de true cost. The True Cost, Ouais, pardon, qui ont ouais, parlé ouais. très bien de ça, qui doit être Qui est toujours bien visible. plombant, mais qui est super bien Et fait, quoi. plombant. Alors, si Ouais, vous ouais, il est aimez de la joie plombant. de vivre, ne regardez pas ça. Ouais, attendez d'être déconfiné. Ouais, Mais c'est ça. donc il y a tout cet aspect, repenser ses modes de consommation, évidemment privilégier des marques responsables quand on Alors, peut. Je le mets en très gros, en énorme. qui? Ah, on Ah, veut des noms de gentils maintenant. bah, je vais plutôt donner des noms de plateformes où vous allez les trouver parce que donc nous en tant qu'ONG, on n'endosse pas des marques, mais en gros aujourd'hui c'est celles qui, en gros c'est pas toutes les grosses marques que j'ai citées, c'est vraiment celles qui ont créé un modèle économique fondé sur le respect d'un socle minimum de droits fondamentaux. Ah, je pense que Naïla a encore un petit problème de batterie, mais elle va revenir dans Désolée, la ouais, seconde. je C'est vais pas vraiment grave. le tenir à la main, voilà, je suis désolée. C'est pas grave, Euh, t'inquiète. voilà, donc les marques qui ont décidé de mettre dans leur modèle de production le respect de l'environnement et de l'homme et des femmes surtout. Donc il y a des plateformes comme We Dress Fair, comme Zialéa, ma Sioia, copine. pardon? Zialéa, We Dress Fair, Zialéa, The Good Goods. ouais, évidemment, un tas de sites comme ça, de plateformes sur lesquelles vous allez trouver des noms de marques qui ont vraiment conçu un modèle de production respectueux. Alors après, c'est aux marques Il y a Veja, par d'expliquer exemple, leur pour les démarche. baskets. Il y a déjà évidemment pour les baskets, mais il y a une marque que j'adore qui s'appelle Umoja, Umoja. Eux, ils promeuvent les artisanats dans 4 ou 5 pays d'Afrique qui viennent de sortir une basket. Elle est quasiment, je crois qu'elle est Ah, mais je biodégradable. Ils crois font que des j'ai trucs de vu ça malade. passer. Ça me C'est dit quelque hyper beau. chose. Ouais, ouais, ouais. En sneakers, il y en a plein. Je sais près, moi, il y a les marques que moi je peux acheter, mais bon, je peux pas les endosser au nom du collectif éthique sur l'étiquette. Mais il y a, enfin, bon, vous les Bon, trouverez peut-être ces plateformes. Et puis l'autre aspect pour nous qui est le plus important, c'est au-delà de l'achat, parce que je pense que 80% des gens n'ont pas accès à ce type d'informations, ne peuvent pas investir, ne peuvent pas acheter pour leurs enfants des vêtements éthiques.
ont envie de neuf quand on est aussi de classe populaire et Bien qu'on n'a pas sûr, accès, enfin, on en a beaucoup parlé, évidemment. enfin, voilà. On en a Pour parlé. nous, il y a un truc qui est gratuit, illimité, c'est la pression citoyenne, en fait. Se rendre compte que si le travail forcé des Ouïghours émerge à ce point, si les marques, c'est pas forcément parce qu'on a arrêté d'acheter, même s'il faudrait, c'est parce que les marques sont taguées sur les réseaux sociaux, sont questionnées. Il y a peu d'enseignes dans lesquelles les vendeurs sont pas formés à répondre aux consommateurs. Elles sont stigmatisées, enfin dénoncées dans les médias, questionnées. Et donc, nous, c'est exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on aura toujours sur le site une pétition adressée à telle enseigne, des mailings à envoyer. Il faudrait que je sais pas, même les Instagrammeuses, les blogueuses mode, un jour fassent aussi ce type de boulot. Mais donc, c'est vraiment pour nous plus l'interpellation, la mobilisation. On a une quinzaine de collectifs locaux en France qui font des actions, qui vont s'effondrer devant les boutiques, Hum. écrire à leurs députés. Donc, on a toute cette Moi, action j'ai aussi tracté politique. pour toi, je sais pas si tu te rappelles, dans Oui, une boîte là, putain. Wanderlust. En boîte, s'il te plaît. Ouais, Elle m'a ouais. envoyé tracter en boîte, Naïla, faut le savoir. Ça, ça a été Euh, une des meilleures tracteuses que j'ai jamais vues, ouais, quoi. bah putain, 200 j'ai été personnes là. en... J'allais voir des gens ivres morts, genre, mais tu sais d'où provient ton t-shirt? Est-ce que tu sais d'où provient ton t-shirt? C'était, Pas de c'était assez, pétition, pas de comment boisson. dire. Voilà, c'est ça. Si tu me Ouais, réponds pas, ouais. on te dégage du lieu. Ouais. C'était Et drôle. de mémoire, vous aviez été super bien reçus parce que moi, j'étais peut-être déjà au bar, mais c'est après la Donc toi, journée. t'étais tranquille, toi. Toi, tu nous surveillais du coin. Non, J'avais ça la s'est bien team, passé. Il y a des non, gens qui n'ont pas très bien réagi parce que tu c'est sens qu'ils vrai? sont comme des lapins pris dans des phares. Et puis en plus, bon, ils sont clairement pas venus pour ça. Mm, Enfin, je veux dire, mm, c'est un peu. mm, mm. Mais c'était quand même intéressant. Non, non, ouais, c'était C'était quand après même une journée super de intéressant. débat pour la Fashion Revolution Day. Et Exactement. donc, j'étais, en effet, on avait fait cette soirée qui était au profit d'Éthique sur étiquette organisée par deux orgas et au profit d'une ONG du Bangladesh. Et donc, en effet, il y avait une petite team de quelques personnes qui avaient accepté de tracter pour nous. C'était super. Ouais. Qu'est-ce que tu penses alors là, bon, je vais pas faire la Madame Irma du coin, mais pour en revenir plus au sujet ouïghour, même si on est dessus, mais extended, euh, est-ce que ce serait envisageable que les marques se retirent vraiment concrètement, ou est-ce que tu penses qu'elles le feront jamais pour des questions économiques? Non, mais c'est une vraie question. Moi, je Bah, pense c'est une que, vraie question que même moi je me pose parce bien que sûr, ouais, ouais, tu non, vois, mais je me c'est. dis ok, évidemment pour des raisons de droits de l'homme, il faut qu'elles se retirent. Donc, tu as ça. Ben, Et paradoxalement, tu te dis, mais si elles se retirent et qu'elles perdent entre 15 et 30% de leur part de marché, c'est genre gigantesque sur des marques allant de H&M à, je sais pas, à Nike, en passant par machin. Quid des restructurations et de la casse sociale qui peut en découler? Me complètement. trompe-je? Et, 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 euh, et surtout, si ça se fait, ce sera un processus de long terme. Par exemple, l'appel qu'on demande aux marques de signer, c'est pour qu'elles se désengagent de la région en 365 jours, en un an. Mais comment elles engagent D'accord. les processus? Donc pour moi, enfin honnêtement, moi je crois plus en l'action politique en fait, qu'en l'action purement économique. Donc dire si les grosses enseignes disent alors d'abord, c'est un coton très bonne qualité. C'est vrai, en fait, aussi une chose. Ensuite, il faut des capacités de production. Un cinquième, c'est considérable. Ça veut dire qu'il faut aussi créer les capacités de culture, de récolte de coton, de confection ailleurs dans le monde. Il faut même que les pays aient cette capacité. Après, la Chine, elle produit, mais elle n'exporte pas toute cette production non plus. Il À y a part beaucoup si tu qui passent par décides le de marché produire chinois. moins aussi, hein, Exactement. tu Donc, ça vois. doit aller avec une réflexion sur un modèle Bien sûr, sur économique, le mais temps de la mode, sur le temps des tout à fait. collections, c'est un truc global, hein, parce que ça, c'est une décision aussi de produire comme des maboules. Évidemment. Mais il va y avoir une temporalité un peu différente entre l'urgence de cesser le travail forcé et le jour où on arrivera, et on n'y arrivera pas sans loi en fait, on n'arrivera pas sans obligation à ce Non, que les parce que marques déjà, produisent enfin, moins. qu'on soit dans un futur proche, inenvisageable que les camps soient ouverts et tout le monde libéré. Enfin, on parle même pas de ça ce soir, mais je veux dire, c'est pas du tout ce qui va se passer hein, de manière réaliste.
parce que les pays vont pas, il n'y a pas de droit d'ingérence. Bref, il y a beaucoup de choses qui jouent qui jouent. Voilà, faut pas se dire que la solution là maintenant, right now, réside dans le fait de libérer les Ouïghours des camps, même si c'est ce qu'on voudrait en vérité. Le fond du sujet, oui, c'est ça, c'est de libérer ces gens. Mais il faut pas croire que c'est ce qui va se passer entre les pays, quoi. Enfin, il va pas y avoir un George Bush qui va débouler avec des bombes, genre, allez hop, enfin, tu comprends ce que je veux dire ou je m'enfonce? En fait, on pourrait. En fait, Tu c'est ce comprends qu'on vise. Si, je comprends. Je veux dire, sur le temps de la politique peut prendre, voilà, des Oui, années, des dizaines d'années. C'est ça que je veux dire. oui, Donc, oui. comment agir au plus vite sur au moins la question de l'utilisation du coton, du Xinjiang dans nos vêtements. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, Oui, je pense pas d'accord. qu'il faille attendre qu'il y ait un déblocage de la situation politique entre les États sur ce sujet vraiment très précis de l'internement dans ces camps, tu vois. Mais moi, je pense que ça va aller de pair. C'est-à-dire pour que les enseignes fassent ça, s'il n'y a pas une action, une pression diplomatique, Mais il y politique, a une arme, mais une arme économique aussi. C'est-à-dire le marché européen, c'est le plus grand marché en fait. Ouais. On est très fort en fait si l'Union européenne arrivait à se positionner et à faire en Oui, mais fait. ils sont tous comme ça, à Oui, mais flipper. justement, mais Bah oui. oui, mais c'est ce qu'on essaye de changer. Enfin, c'est le problème depuis toujours. On n'a pas de loi, mais on a quand même obtenu une loi en France. On n'avait pas de directive, on est en train de créer une directive européenne. Donc, c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'en fait on doit redoubler de pression. Et on pensait pas qu'il y aurait des pressions diplomatiques jusqu'à il y a quelques semaines non plus. On pensait pas que la Chine irait jusqu'à mettre en péril le marché chinois, mais l'accès au marché chinois pour les entreprises européennes. Mais le pari, c'est OK, on se passe, enfin, c'est de renverser en fait la menace, j'ai envie de dire. C'est redire que l'Europe, c'est le garant de ce socle de valeurs universelles et qu'elle va l'exporter à travers le monde. Sinon, ça veut juste dire faire le jeu euh, de la Chine. C'est exactement l'inverse qu'on veut déployer et dire, bah, dans ce cas, OK, on pourrait se passer de la Chine, pas du jour au lendemain. Donc, le but, c'est pas de le faire, hein, mais c'est de redire les valeurs auxquelles on croit pour peser en ce sens sur la Chine. Et donc, là, il faut qu'il y ait en Sauf qu'il effet faudrait que dans le les même pays qui temps, toutes montent au les marques créneau. se restructurent. Oui, ou ça peut, enfin, si jamais la Chine accepte, oui, en fait, les deux Ah, la pression est concomitante et après, l'un va être le déclencheur de l'autre. Ça, c'est un ouais. peu la pratique de pression, le plaidoyer citoyen qui nous le dira. Mais les deux ne s'envisagent pas sans l'autre. Je ne pense pas que les marques vont se retirer s'il n'y a pas un appui des gouvernements à aussi ces Bien sûr. multinationales d'une manière ou d'une autre, en fait. Mm, mm, mm. Et de la même manière, On nous les dit États vont pas Brigitte bouger. Macron en oui dress faire. Brigitte Macron, elle est en vuitton, elle n'est pas en oui dress faire, ma Ah chère. non, tu m'étonnes. Elle a pas le Attends. temps. Elle All a pas le right. temps. Elle a autre chose à faire. Il y a pas mal de questions qui sont super. Je vais t'en poser une dernière, moi, et après, je pense qu'on va regarder les questions. Question, vous avez 4 heures. Une fois de plus, tu te doutes. Est-ce qu'il faut qu'on boycotte les marques, nous? Les marques dont on Euh, parle depuis tout à l'heure, qu'on a citées en long, en large, en travers, mais allons-y, H&M, Zara, Uniqlo, Adidas, Asics, Nike, enfin à peu près tout ce qu'on porte. je Est-ce vais qu'il faut te qu'on les faire, boycotte? Mais c'est une question sérieuse. ouais, ouais. Je vais te faire une réponse de Normande, en bonne Normande, moi qui suis née en Normandie. Ouais. Je dirais à titre personnel, moi je boycotte tout ce qui est possible de boycotter. Mais depuis toujours, c'est ma façon d'agir et sur un tas de sujets. En tant qu'ONG, euh, on n'appelle pas au boycott ni les organes de défense des droits des travailleurs qu'on accompagne, enfin, qui bossent avec nous, parce qu'en fait, ce serait une double peine pour ces travailleurs. Et quand on parle de boycott, on imagine souvent un boycott pays aussi. C'est ce qui s'est passé après le Rana Plaza. Les gens ont dit, ah, moi, je ne peux pas voir Made in Bangladesh, ça me fait mal au cœur. C'est vrai, sauf qu'il se trouve qu'il y a 4 millions de travailleurs qui dépendent du secteur de l'habillement au Bangladesh. Et le boycott de Marx, ce serait pareil. Ce serait finalement mettre en péril des emplois. Voilà, c'est ce Euh, qu'on disait tout à voilà. l'heure. Et c'est pas ce que souhaite... Euh,
Éthique sur l'étiquette. Évidemment, éthique sur étiquette et les réseaux de défense des droits des travailleurs. Maintenant, moi, je pense que le boycott, c'est pareil, c'est plus une arme politique qu'une arme de consommation. On peut avoir des menaces de boycott, on peut avoir des menaces ponctuelles. Et puis, en fait, pour le boycott fonctionne, il faut qu'il Qu'est-ce soit que tu veux dire? massif. Dire me boycotter sans boycotter? Mais genre dire attention, on va vous boycotter, mais sans boycotter. Oui, ou Ok. faire un boycott. Non, mais c'est des stratégies, si tu veux, de pression, de lobbying. On le fait tout le temps, en fait. On le fait, les gens le font les réseaux sociaux de manière moins organisée. Ah Mais ouais. c'est Non, mais les je menaces, comprends, c'est ça. ça fait sens. Mais au bout d'un moment, faut le Ouais. faire, quoi. Si tu fais attention, attention, tu fais rien, je te Bah, dirai attention 100 000 fois. Je oui, parle pas pour vous, hein, mais je dis moi ouais, ouais. spirituellement, Bah, je le trouve. Enfin, voilà. l'autre J'aurais problème du du mal boycott, c'est à que dire ouvertement que je boycotte tout en allant me fournir dans ces marques-là. Enfin, tu vois, en tout cas, je oui, trouve que oui, c'est ouais, contradictoire. ouais. Oui, toi, tu parles de l'action du consommateur. Moi, je pensais plus Ouais, en tant qu'ONG, non, je mais te parle vraiment en oui, tant que en tant que consommateur. consommateur. Donc Mm. là, c'est de toute façon, c'est une arme aussi à portée de main. Et moi, ça me semble difficile de s'en couper. Mais ce serait, nous, en tant qu'ONG défense des droits des travailleurs, on souhaite que tous les travailleurs dans le monde vivent dignement du fruit de leur travail, que les Bien normes sûr. de l'OIT soient respectées et qu'on oblige les entreprises à le faire, les multinationales à le faire par des lois, de la réglementation, etc. Donc non, il y a pas d'appel au boycott, mais il y a un appel à la pression citoyenne sur ces enseignes. Et Sur les réseaux sociaux notamment. Parce sur que les c'est quand réseaux même la sociaux, force de frappe number one. par le biais de pétitions, par le biais de la mobilisation des députés, par le biais des organisations comme les nôtres qui organisent en fait cette pression, parce que tout seul c'est compliqué. Mais en termes de prise de conscience, on voit que depuis 2 ans, 3 ans, on a fait des pas considérables. Moi, je mets les 3 dernières années au niveau des équivalents des 10 dernières en Mm. termes de pression, etc. Donc, c'est une âme personnelle, mais en plus, aujourd'hui, on n'est pas assez armé pour qu'il fonctionne ce boycott. On boycotte quoi au profit de quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Boycotter toute la fast fashion, boycotter toutes les enseignes. Il y a 50 enseignes qui se fournissent au Xinjiang. Donc, c'est compliqué de boycotter. Ouais. Il faut qu'on offre une alternative de consommation. Ensuite, il faut qu'il soit massif ce boycott pour qu'il touche le portefeuille. Il y a un boycott qui a réussi dans l'histoire. C'est celui qui a fondé aussi les mouvements internationaux de défense, enfin, de solidarité internationale entre les consommateurs et les travailleurs dans le monde. C'est Nike en Nike. 96. Ouais, Nike. Ça Mais fait c'est marrant, tu vois, plus de quand j'ai 20 ans. demandé sur ma story si les gens connaissaient, il y en avait beaucoup qui connaissaient pas Ah ouais. l'histoire du boycott de Nike. Mm. Des photos des enfants, c'était au Pakistan, Oui, non? c'est Qui étaient ça. en train de fabriquer les ballons. Ouais, C'est par ça, contre. la main qui cousait des ballons, c'était bien Ouais. au Pakistan. Ouais, ouais. Mm. Oui, je pense que comme on parle beaucoup du secteur de l'habillement aujourd'hui, comme une illustration, voilà, de cette impunité des multinationales, des dérives de la mondialisation, et comme aussi le laboratoire des idées nouvelles. Enfin, moi, je Bien pense sûr. que l'habillement, c'est aussi Il y a ce qui beaucoup peut donner d'innovations, un bien sûr. exemple, bien Ouais, ouais. sûr. Mm. Et donc, ils ont beaucoup, au niveau les médias sont beaucoup revenus sur cette histoire du boycott de Nike, qui était moins connue il y a quelques années, mais qui maintenant a repris sa place, ouais, dans Dans l'histoire. la construction des mouvements sociaux Ouais. et dans l'histoire. Ok, bah trop bien. Je vais regarder les questions parce qu'il y a plein il y a plein de questions qui sont arrivées, donc je remonte un peu. Je remonte. Ok, ça on y a répondu un peu, donc c'est bon, je pense. On nous demande ce que tu penses du vintage, du troc et du don comme alternative. Eh ben, je trouve ça très bien parce que le principal enjeu aujourd'hui, c'est qu'on arrête de produire de la matière, on ne sait plus quoi en faire. Elle est surtout celle de la fast fashion, elle n'est pas recyclable. C'est un mélange de fibres qu'on est incapable techniquement de dissocier pour pouvoir le recycler ou le réemployer, par exemple. Donc il y a tous ces enjeux qu'on connaît mal. Et il y a une majorité de ces fripes aussi, enfin une grosse partie de ces fripes qui finissent dans les marchés de seconde main en Afrique de l'Ouest, où ils viennent même concurrencer une industrie ou un artisanat local. Donc, il y a des impacts à démultiplier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures solutions d'acheter, de ne pas acheter de matière et de ne pas produire de nouvelles matières. De ne pas acheter du neuf en tout cas. Oui, exactement. Ok, alors, il faut laisser tomber le capitalisme right now. Ouais. Yes. Bon, après, on a des gens voilà, qui s'exclament, mais c'est bien. J'ai peut-être raté une partie, nous dit Julien. Que font le peuple chinois pour lutter contre cette production de coton?
Bah, Chaton, ils font rien puisque c'est eux qui l'ont instauré. Ils l'ont mis en place. Enfin, c'est le gouvernement chinois qui est donc communiste, comme je disais au début. Il faut peut-être que je refasse un petit point là-dessus. Donc, le peuple chinois est à majorité issu de l'ethnie Han à 92%. Sinon, il y a 50 autres ethnies, en gros, une cinquantaine en Chine, qui ne sont pas des Han. Voilà. L'objectif du régime chinois, c'est de siniser tout le territoire, c'est-à-dire, en gros, effacer les spécificités culturelles des autres ethnies pour qu'ils se fondent dans l'ethnie Han un maximum possible et tout ce que ça implique, à savoir la philosophie de Confucius, à savoir la langue, le mandarin, à savoir, je sais plus, mais bon, tout ce qui fait partie de leur religion, voilà, tout ce qui font partie de leur spécificité culturelle à eux et qui en fait oublient ou effacent leur spécificité culturelle de leurs ethnies qui sont donc minoritaires, voilà. Les Ouïghours font partie de ces ethnies minoritaires et crispent tout particulièrement le gouvernement chinois pour plusieurs raisons. Parce qu'ils sont, à la différence de beaucoup d'autres ethnies, sur un territoire très homogène qui s'appelle le Xinjiang, la région du Xinjiang, qui est à l'extrême nord-ouest, je ne dis pas de conneries, hein, de la Chine. Est-ce que c'est nord-ouest? Attends, je vérifie. Oui, c'est ça. À l'extrême nord-ouest de la Chine. Donc déjà, ils sont sur un territoire immense, quasiment tous à cet endroit. Donc ça énerve les Chinois parce qu'en plus, cet endroit, ils l'ont un peu dans l'œil pour des raisons économiques. Ils ont ce projet de nouvelle route de la soie qui passerait notamment par cette région. Et tant qu'il y a ces gens qui sont installés là, eh ben, ils ne peuvent pas mener à bien leur projet. Et qui est même, Dana, pardon, le nom officiel, c'est la région autonome ouïghour du Xinjiang. Donc en fait, Voilà. c'est une majorité dans cette région, Ouais. mais une minorité sur le territoire. Mais pour les Ouïghours, c'est très important de ne pas parler du Xinjiang, qui est le nom en gros du colonisateur, mais de cette région autonome ouïghour, qui est une région à majorité ouïghour, mais Ouais. comme tu dis, qui est sur la route de la soie, donc Voilà, qui a été une région autonome à de moultes reprises dans l'histoire et qui est redevenue chinoise définitivement en 1949. Yes. Voilà. Il s'avère que les Ouïghours, c'est un peuple d'origine, en tout cas turco-mongole, donc qui est beaucoup plus proche des Turcs que des Chinois, même dans la langue. C'est des musulmans sunnites à majorité. Donc voilà, culturellement, effectivement, ils sont quand même très, très différents des Chinois à majorité Han. Et donc, ils énervent le gouvernement pour toutes ces raisons, pour leurs raisons culturelles, pour leur emplacement géographique, et parce que de manière générale, voilà, l'objectif de la Chine est de siniser tout le monde un maximum. Je regarde un petit peu ce que j'avais noté au départ. Sur la question de la... Ah pardon, vas-y. Et donc, pourquoi ils sont dans ces camps de travail, d'internement, de concentration, de tout ce que tu veux, depuis à peu près 10-15 ans, même si c'est vraiment sorti de manière publique l'année dernière, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en vrai un peu des camps de rééducation. On les fout dans ces camps-là parce qu'officiellement, ils sont soupçonnés d'être tous des terroristes islamistes en puissance. Donc des dangers publics. Et que donc le gouvernement chinois, en fait, déjà protège la population chinoise et en plus rééduque ces personnes pour les transformer en gentils petits Han et plus en méchants Ouïghours. Et dans ces camps, c'est terrible, hein. On parle de génocide quand même. Il y a 1,5 million de personnes là qui sont dans les camps sur à peu près 12 millions de Ouïghours recensés. Il y a torture psychologique, torture physique, lavage de cerveau, viol, stérilisation forcée et donc travail forcé. Voilà, dont celui du coton. C'est pour ça qu'on a fait tout ce sujet. J'espère que j'ai répondu à ta question, Julien. Donc, en gros, les Chinois ne font rien contre un système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. En tout cas, quand on dit les Chinois, on parle bien de l'État chinois et non pas des si citoyens. Si la question c'était sur le peuple, peut-être... en fait, à la fois en Chine, il commence à y avoir des mouvements pour une consommation responsable, pour la responsabilité des entreprises. Mais là, il y a une telle mainmise idéologique du gouvernement chinois qu'on ne voit pas vraiment émerger dans la population qu'on pourrait penser effectivement, avoir envie, être sensible à cette question ou se mobiliser sur ce sujet crucial. Mais en fait, pour le moment,
même s'il y a des poches de résistance, d'abord, ils s'exposent à une répression terrible. Bien sûr, ouais. Et il y a un vrai lavage de cerveau, en fait, une vraie idéologie imposée de manière violente aussi au sein de la population. Donc pour l'instant, on n'a pas de voix vraiment qui s'élève en solidarité avec les Ouïghours en Chine. Si c'était ça ta question, Julia. Alors, je regarde ce qu'il y a. Voilà, il voulait savoir s'il y avait des militants chinois contre ces camps. Voilà, c'était ça sa question. Mais en vérité, pas vraiment. Pas qu'on sache. Non, ou alors ils sont hyper undercover. S'il y en a, ils sont en dehors du territoire. Ils sont, voilà, ils sont à l'étranger, certainement. Comme tous les Ouïghours qui, en fait, essayent de s'organiser, c'est plutôt des gens qui sont à l'étranger. Oui. Il y en a très peu qui témoignent parce qu'ils sont ils sont pas sortis. Très peu sont sortis, en fait, des camps et du territoire chinois et s'exposent aussi à des représailles. Donc, contre toute leur famille, entre autres, pas que contre eux à titre individuel. C'est-à-dire que même les Ouïghours de l'étranger sont sommés de se manifester dans les ambassades des pays dans lesquels ils vivent, auprès des ambassades, en tout cas, de donner leurs papiers, de donner leur identité, sous peine que leur famille sur place soit foutue dans les camps. Et en gros, ce truc-là, c'est pour en fait les faire revenir sur le territoire et les enfermer eux-mêmes. Donc, on est sur du hardcore, mais genre plus, quoi. Là, on est sur quelque chose d'une imagination perverse au possible. Je pense qu'on peut se dire le génie humain. Ça fait rêver. On va pas tarder Imagination sans limite. Imagination sans limite. Mais on va rester positive pour conclure, Naïla, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens comme Éthique sur l'étiquette, sur cette terre, qui font bouger les choses. Bon, je voulais pas trop dire le mot parce que je voulais pas trop... voilà, mais on peut parler de lobbying en ce qui vous concerne. Complètement, ouais. Voilà. Lobbying citoyen, moi je trouve que c'est important de revendiquer ce mot. Bon, donc heureusement que vous existez et tous les organismes qui vous sont associés. Et puis, bon, à titre perso, je pense qu'on peut fortement vous inciter à boycotter. Hein. On peut vivre sans H&M et Zara et dormir sur ses deux oreilles. Je pense qu'on a tous suffisamment de vêtements là pour faire l'affaire. Et on peut privilégier seconde main, troc, etc., vintage. On peut dire ça. Complètement, oui, vintage, différents types de seconde main, sans que la seconde main devienne non plus une fast fashion. Un autre problème en lui-même, oui, parce que ça, c'est un risque aussi. Et puis se diriger vers, quand on a envie de vêtements neufs, et quand on peut, évidemment, quand on peut mettre 100, 150, un peu moins, il y a vraiment un tas de marques qui font de l'upcycling, qui repensent tous ces modèles. Et puis, toujours associer ça, je dirais... un vêtement de seconde main, une pétition ou une action sur les réseaux sociaux parce que pour nous, c'est crucial en fait. Tout ce qu'on obtient, encore une fois, c'est pas tant par les actes de consommation parce que je pense à la majorité des gens qui peuvent pas consommer autrement. Bien sûr. Intellectuellement, physiquement, pécuniairement. Mais la pression politique citoyenne, c'est ce qui nous arme aujourd'hui aussi en tant qu'ONG. Et encore une fois, la question des Ouïghours, que ça ait émergé comme ça, c'est vraiment le signe que l'arme citoyenne est très forte quand elle s'organise, quoi. Donc, ouais, là, il y a de quoi être optimiste, en tout cas positif sur cette action. Naïla, on va arrêter. Là, je pense qu'on est bien. Hein, ça fait 1h30 qu'on papote. Est-ce que tu peux redire aux gens comment te contacter ou retrouver Éthique sur l'étiquette? Voilà, si tu veux leur donner des infos. Oui, on a un site web éthique-sur-étiquette.org. On est présent sur Facebook et Twitter. Il y a mon compte et celui de l'association. On n'est pas encore sur Insta, mais un jour peut-être, parce qu'on reste une petite assoce avec pas beaucoup de moyens pour être très présent sur les réseaux sociaux. Petite assoce qui crie très fort, hein, je tiens à le dire. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit souvent. Et sur le site web, vous aurez aussi tous les liens vers les sites des coalitions internationales, tous les sites sur lesquels on peut agir. Voilà, merci Naïla en tout cas.